La vie est une aventure. Sortez, explorez et cherchez les bonnes choses pour affronter une nouvelle journée qui s'offre à vous. Bonjour, chers amis téléspectateurs de la chaîne citoyenne. Très ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission IMATA. La joie est partagée. Nous espérons que vous également vous êtes bien réveillés et que vous êtes déjà debout comme nous. Si c'est le cas, alors allons ensemble. Mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes encore couché ou bien vous cherchez encore à sortir pour explorer la vie, nous vous souhaitons beaucoup de chance. Chers amis internautes de la chaîne citoyenne, mais aussi auditeurs de IFM, c'est ensemble avec nous que nous allons faire ce deuxième numéro de la semaine. Soyez de notre partie pour ensemble explorer les différentes capsules, mais aussi le passage de nos chroniqueurs sur ce plateau. Nous sommes mercredi et vous le savez, quand c'est mercredi, la dose est toujours adulte sur IMATA. Nous aurons la chronique leadership, nous aurons vérité de mer, nous aurons également un invité qui va passer sur ce plateau nous parler d'un sujet très important qui fait l'actualité depuis quelques jours sur le territoire tchadien. Alors, soyez des nôtres, ne zappez pas surtout parce que si vous zappez, vous allez rater les bonnes choses là. Bonne tasse de café matinal sur la chaîne citoyenne. Toute l'équipe est déjà installée, la diffusion, la sécurité, la réalisation, mais aussi tout le monde, toute la chaîne qui constitue IMATA est déjà installée au poste et c'est ensemble que nous allons agrémenter votre journée. Pour permettre à tout et chacun d'avoir sa position, la bonne position pour suivre cette émission, nous allons aller de l'autre côté de la régie, prendre notre première ponctuation musicale avec le chanteur Koumnobey Christian. Oh, quel beau jour, le jour du Seigneur. Lève-toi et chante, car ta délivrance est là. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle. Dans la demeure paternelle. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Bonjour, Sauveur fidèle. Dans la demeure paternelle. Venez pécheur, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur rebelle. Donnez le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle. Oh, oh, oh. Dans la demeure paternelle. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Oh pécheur, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, viens à lui, viens. Le temps s'enfuit, vivons demain, Jésus est là, dans la foule. Quel
Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Tout le monde vit sur cette terre en visant l'autre vie qui n'est rien d'autre qu'au-delà. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, en tout cas, tout ce qu'on vit, on espère seulement l'au-delà. La vie ne prévient pas, beaucoup de choses arrivent. Alors, quand on veut te dire ou bien te partager une bonne nouvelle, saisis l'occasion, ne rejette pas demain parce que ce qui peut t'arriver après, même toi, tu n'en es pas conscience. Seul le détonateur de ton souffle a le pouvoir de faire de ta vie ce qu'il veut et ce qui lui semble bon. Alors, jeunes stadiens, vivons la vie de la bonne manière et saisissons chaque bonne occasion qui se présente à nous. Ne disons pas que non, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses ou bien aujourd'hui je suis jeune, demain je peux encore me rattraper, voilà, que c'est pour les vieux, est-ce que. À un certain moment, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de rejeter tout à demain. Nous allons prendre notre première rubrique, la rubrique bien-être. Nous allons parler des mèches synthétiques. Alors, à la régie. Mèches synthétiques. Et si nos tresses sont des cercueils brillants, regardez ces mèches brillantes, dociles, apprivoises. Elles s'appellent Kankelon modacrylique, nom de code d'un génocide silencieux. Savez-vous que 92% d'entre eux, les femmes, les portent, que ces fibres contiennent 610% de plomb au-dessus des seuils légaux, que chaque tresse synthétique libère du benzène cancérigène avéré au contact de votre sueur. Pendant ce temps, l'industrie capillaire empoche 67 milliards de dollars en vendant du poison à nos sœurs. Aujourd'hui, nous démasquons la vérité. Derrière ces boucles parfaites se cachent des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens et un système qui nous persuade que nos cheveux naturels, conçus par Dieu pour nous protéger, sont indomptables. Cette vidéo est un acte de révolte pour nos cuirs chevelus brûlés, pour nos filles qui préfèrent les perruques blondes à leur couronne crépue, pour nos droits sacrés à la santé et à la fierté mélanique. Comment expliquer qu'au nom de la beauté, les femmes noires acceptent d'empoisonner leur corps et de renier leur héritage divin? Nous sommes piégés dans un dilemme toxique. D'un côté, des mèches synthétiques bourrées de plomb, benzène et phtalate, liées au cancer, fibromes, infertilité, mais accessibles à $3. De l'autre, nos cheveux naturels, chefs d'œuvre biologiques, optimisés pour la thermorégulation et la protection des UV, mais diabolisés comme sauvages. L'étude de Consumer Reporter est formelle. 100% des mèches testées contiennent du chlorure de méthylène qui sont classés cancérigènes classe 1. 9 sur 10 sont contaminés au plomb à des taux provoquant des troubles neurologiques. La question n'est pas esthétique, elle est existentielle. Alors, sommes-nous devenus complices d'un suicide collectif par aliénation capillaire? Comment briser ce cycle où cacher nos cheveux crépus signifie à nos filles « Dieu s'est trompé en vous créant ». Le temps est venu de choisir. Continuer à mourir lentement sous le plastique ou renaître dans la gloire de nos couronnes naturelles. On nous vend du plastique cancérigène, enrobé de rêves eurocentrés, et nous l'achetons en croyant embellir ce que Dieu a créé parfait. La plus grande insulte à nos ancêtres n'est pas dans nos mots, elle est sur nos têtes. Alors, nous devons passer à la révolution capillaire. Savez-vous que en 1786, le code noir de Louis XVI exigeait que les esclaves couvrent leurs chevelures sauvages?
En 2025, 78% des fillettes noires de 6 ans préfèrent les poupées blondes. L'industrie du beauty supply appartient à 92% à des non-noirs qui vendent du poison à notre communauté. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. Et 610% des mèches ont un taux d'excès en plomb. Et un bébé sur 3 a un niveau détectable de phtalate chez les enfants de mères portant des mèches. Et 68% des femmes qui portent des mèches synthétiques ont une augmentation des fibromes utérins, alors que le bon Dieu nous a donné des cheveux naturels. Cette science sacrée, regardez ce miracle divin. Ce cheveu naturel qui contient 7 couches de cuticules serrées, qui sont comme des boucliers anti-UV ultimes. Des spirales d'air naturel y passent, comme une climatisation intégrée, avec une quantité de mélanine dense qui permet de filtrer la radiation solaire. Pendant 200 000 ans, cette merveille a protégé nos ancêtres sous le soleil équatorial. Aujourd'hui, on nous dit de réparer cette perfection avec des plastiques radioactifs. Nous devons passer à la détox urgente, la reconquête identitaire. Et pour celles qui veulent continuer à porter des mèches synthétiques, vous devrez tremper pendant au minimum 30 minutes dans un mélange d'eau et de vinaigre pour éliminer 40 à 60% des toxines de surface. Si vous portez des mèches, ne dépassez pas 4 semaines. Évitez la chaleur. C'est l'heure de la renaissance. Oui, ma chérie, tes cheveux crépus sont la carte du ciel de ton âme. Ta tête est un sanctuaire. N'y laisse entrer que ce qui honore ton corps. Les mèches synthétiques incarne un dilemme moderne. Commodité culturelle contre risque sanitaire. Loisir divin que de se parer. Mais Dieu n'a pas créé le plastique cancérigène. Les alternatives existent. Fibres végétales, cheveux naturels et réconcilie l'esthétique et santé. Agissons, exigeons la transparence des marques. Privilégions les options sûres et réaffirmons que nos cheveux naturels sont déjà une couronne. La vraie révolution capillaire, c'est cesser de croire que nos cheveux ont besoin d'être sauvés par le plastique. Je suis fier d'être noir et d'avoir des cheveux crépus. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Je suis fière d'être noire et d'avoir les cheveux crépus. Je suis fière de mon identité et je l'affirme en l'assumant publiquement. Merci beaucoup pour ce élément du professeur Urupo Jacques qui rappelle alors encore une fois de plus la jeunesse, mais cette fois-ci la jeunesse féminine. Ne dépassez pas 4 semaines avec les mains sur la tête. Si vous voulez les porter, faites-les tremper pendant au moins 30 minutes. C'est l'heure d'Actu Matin. Alors, nous prenons les informations d'ici et d'ailleurs. Après une première journée consacrée aux grandes lignes de responsabilités partagées entre les différents acteurs de la décentralisation, les travaux de ce deuxième jour ont mis l'accent sur 3 thématiques majeures: le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation au Tchad, le rôle et les responsabilités des collectivités autonomes et le positionnement du représentant de l'État auprès de ces collectivités. Ces thématiques visent, dans leur essence, à définir clairement le statut juridique, les prérogatives et les missions dévolues aux autorités locales afin d'éviter tout achèvement ou conflit de compétences. Et je crois que les interventions sont axées beaucoup plus, n'est-ce pas, sur le rôle, sur le cadre juridique, n'est-ce pas, de la décentralisation au Tchad et la mission aussi des acteurs. Les informations que nous avons apprises de ces différents thèmes sont appliquées et que les séminaristes s'approprient, n'est-ce pas, ces informations. La décentralisation va bien prendre son envol. Décentralisation est même le colonne vertébrale du développement local.
Alors si l'État a bien voulu organiser, c'est pour dire que l'État veut que les choses marchent comme il le faut. Il faut que la décentralisation soit en réalité établie au Tchad comme la clé du développement local. Dans cette perspective, il a été rappelé que l'État, bien qu'incarné localement par les élus, conserve un devoir de supervision. Les réflexions ont ainsi permis de mettre en lumière les mécanismes de contrôle administratif, en particulier la nécessité d'un suivi rigoureux de l'exécution des politiques publiques et d'une redevabilité accrue des représentants vis-à-vis de leurs administrés. Les participants ont également été édifiés sur les droits des populations à évoluer, voire à révoquer leurs élus en cas de défaillance manifeste. Un principe démocratique qui, s'il venait à être pleinement appliqué, renforcerait la confiance des citoyens dans l'édifice institutionnel. Il faut noter que ce séminaire ouvre la voie à une gouvernance plus inclusive, fondée sur la participation active des collectivités, tout en imposant aux élus une obligation accrue de résultats et de transparence. La promesse d'une décentralisation harmonieuse se heurtait à une réalité bien moins réjouissante. Dès la constitution du Présidium par le Premier ministre, l'absence totale des femmes dans cette instance a provoqué un vif émoi au sein de l'assistance. Une dissonance majeure avec la politique du genre que le gouvernement ne cesse pourtant de mettre en avant, notamment en matière de quotas et de participation, équilibrée dans les instances décisionnelles. Dans la salle multimédia, théâtre principal des assises, le constat est sans appel. La présence féminine demeure marginale, tant en nombre qu'en influence. Quelques femmes, certes, ont pris place parmi les participants, mais la plupart restent cartonnées à un rôle passif, presque effacé. Interrogée sur le déséquilibre, l'une d'entre elles n'a pas manqué d'exprimer sa déception. Majoritairement, c'est des hommes. Et il y avait une femme, ils ont quand même mis une femme, et nous avons revendiqué. Nous avons revendiqué par rapport au quota de 30. Alors, le président nous a compris. Il nous a demandé après d'ajouter les femmes. Et là, on a ajouté 2 femmes. Les hommes sont trop gourmands. Ils n'appliquent pas le 30% des 30 là. Le quota des 30 là. Chacun arrache. Entre eux, ils se partagent le pouvoir. Ils nous écartent. Mais on continuera toujours à lutter pour les 30%. Je demanderai aux femmes comme moi de s'imposer, pas avoir peur des hommes. Les femmes peuvent même gouverner, pourquoi pas? Le malaise est palpable. Certains participants eux-mêmes ont dénoncé cette exclusion, pointant du doigt une organisation qui, malgré un discours d'ouverture axé sur l'équité et la justice sociale, peine à s'affranchir des réflexes patriarcaux. Vu déjà la politique du gouvernement qui est dit qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de 30% de femmes dans chaque administration ou dans chaque événement, mais dans la norme de choses, ça devait être réel. Aujourd'hui, on devait voir les nombres normaux des femmes à cet événement parce que il est écrit quelque part maintenant, il y a ce qu'on appelle la politique genre. Les femmes doivent être partout parce qu'elles sont aussi l'impulsion du développement. Quand les femmes sont parmi les hommes pour définir des politiques de développement d'un pays, ça a donné que ça marche très bien. Et là, je n'ai pas vu des femmes à cet événement aujourd'hui, surtout au niveau du Présidium. Alors que la décentralisation est censée être un levier de transformation sociale, l'absence de femmes dans les espaces de réflexion et de décision constitue un sérieux revers pour la dynamique nationale de développement. L'inclusion féminine dans les sphères publiques et privées n'est pas un luxe mais une nécessité structurelle. Les irrégularités organisationnelles révèlent une tension persistante entre les engagements politiques et les réalités pratiques, une contradiction qu'il faudra impérativement corriger pour que la décentralisation ne devienne pas, une fois encore, une promesse creuse. Par un décret présidentiel que la nouvelle est tombée à la surprise générale. Un nouveau visage est désormais aux commandes de la justice tchadienne. Ce changement de cap, loin d'être anodin, intervient dans une période où la justice est au centre de toutes les critiques et de toutes les attentes. Depuis plus de 2 mois, la détention sans procès de l'opposant
politique. Dr Succès Masra alimente les débats nationaux et internationaux. D'un côté, les autorités évoquent des considérations juridiques et de sécurité. De l'autre côté, les organisations de défense des droits humains dénoncent une justice sélective, voire instrumentalisée. La nomination d'un nouveau responsable à la tête de l'institution judiciaire ne peut donc qu'alimenter les spéculations. Mais ce n'est pas le seul dossier brûlant. À l'intérieur du pays, les conflits intercommunautaires s'enchaînent, plongeant certaines provinces dans l'instabilité chronique. Là aussi, la justice est pointée du doigt. Lenteur de procédures, manque de neutralité perçue, l'absence de décisions dissuasives. Autant de griefs ont sapé la confiance des citoyens dans une institution censée incarner l'équité et l'impartialité. Le changement à la tête de la justice s'accompagne de nombreuses mutations dans les rangs de la magistrature. Plusieurs procureurs, présidents des tribunaux et hauts cadres du ministère de la Justice ont été remplacés ou redéployés. Pour certains analystes, il s'agirait d'un mouvement disciplinaire à peine voilé. Pour d'autres, cette reconfiguration traduit une volonté de restaurer l'image d'une justice affaiblie, voire discréditée. Interrogé sur l'anonymat, un magistrat proche du dossier estime que ce changement était inévitable tant les pressions étaient fortes sur l'institution judiciaire. Il fallait envoyer un signal fort, que ce soit à l'opinion nationale ou aux partenaires internationaux. Du côté du gouvernement, on parle de nécessité de réformes structurelles ou de redynamisation du secteur judiciaire, sans s'étendre sur les motifs précis ayant conduit à ce remaniement. Pour le citoyen lambda, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas tant de changement des hommes, mais celui des pratiques. Restaurer l'indépendance réelle de la justice, garantir le respect des droits fondamentaux, assurer une égalité de traitement devant la loi. Telles sont les attentes d'une population de plus en plus exigeante. Le remaniement actuel sera-t-il l'amorce d'une véritable refondation ou une simple opération cosmétique destinée à apaiser les tensions? Le temps et surtout les actes en diront davantage. Pour l'heure, la justice tchadienne reste à la croisée des chemins, prise entre l'impératif de réforme et les lourdeurs d'un système miné par la défiance. Renforcer la compétence pédagogique pour un apprentissage de qualité et inclusif est au centre d'une formation complémentaire dédiée aux 25 maîtres communautaires des provinces du Mandoune et du Logone oriental. Organisée dans le cadre du projet à la page, pour Sou Alain, chef du projet à la page Humanité Inclusion, cette formation vise à soutenir leurs efforts et à améliorer l'apprentissage de tous les enfants et ceux vivant avec un handicap. Ces sessions de formation visent à répondre à un besoin réel et urgent, renforcer les compétences pédagogiques, améliorer la prise en compte des divers profils d'apprenants et promouvoir un enseignement de qualité, inclusif et équitable. Elle vous permettra de renforcer votre capacité à gérer vos classes de manière inclusive, à repérer et accompagner les enfants en difficulté, notamment ceux vivant avec un handicap, ceux confrontés à des discriminations liées au genre, à la langue ou à d'autres vulnérabilités sociales. Pour le représentant du délégué de l'éducation nationale au Logone oriental, Miambaye Mathurin, cette formation s'inscrit dans une vision commune d'assurer une éducation de qualité pour tous les enfants et surtout ceux vivant dans les zones reculées. Durant cette formation, les participants seront amenés à comprendre les enjeux pédagogiques du cycle moyen et adapter leur enseignement en conséquence. Maîtriser des stratégies pédagogiques efficaces pour renforcer les compétences clés nécessaires à la réussite scolaire. Identifier et accompagner les élèves en difficulté pour réduire les risques de décrochage et d'échec scolaire. Établir des passerelles de collaboration avec les acteurs du cycle moyen afin d'assurer une continuité pédagogique harmonieuse. À l'issue de cette formation, les maîtres communautaires auront une meilleure compétence des programmes du cycle moyen, une capacité renforcée à évaluer les acquis de leurs élèves et une posture professionnelle adaptée aux défis de la transition. À
à Léré, le dérèglement climatique sème désormais plus de doutes que de graines. Les producteurs résilients mais impuissants font face aux contraintes imposées par la nature sur leurs activités agricoles. Le retard et la rareté des pluies laissent entrevoir une campagne d'échec. Pour le chef de quartier Fouli, par ailleurs grand producteur, l'inquiétude est grande, car d'après lui, avant la pluie tombait en juin. Aujourd'hui, elle vient en juillet, parfois même en août. Ceci a bouleversé leur calendrier agricole. Ce qui nous inquiète, nous, agriculteurs, pourquoi? Parce que quand il y a la pluie, normalement, ça doit être la pluie de tout le monde. Mais or, maintenant, il pleut par endroits. Ça veut dire qu'il peut pleuvoir à Fouli. Quand tu vas aller quelque part ici, tu n'auras pas la pluie. Par exemple, hier ou avant-hier, il a plu à Zaguéré, au marché de Zaguéré le vendredi. Mais or, ici, il n'y a rien. Et c'est difficile. Et cette campagne, alors, campagne 2025, je ne sais pas, bon, Dieu a son pouvoir. Mais en réalité, s'il faut se dire la vérité, pour nous, pour le moment, je dis que c'est l'année d'échec. Comme le chef de Fouli, des centaines d'agriculteurs de Léré craignent de voir leur rendement chuter drastiquement cette année. L'inquiétude est plus grande que l'espoir. Jusque-là, les cotonculteurs peinent à semer. Le coton, lors de beaucoup de formations, il y a la date de semis et il y a la fin de semis. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà le 20 et jusqu'à là, les gens continuent à semer le coton et il n'y a pas le coton. Et aujourd'hui, sans te mentir, quand on sort légèrement en brousse, ça nous dit beaucoup de choses. On ne sait pas, peut-être la campagne la pluie va prolonger. Mais si la pluie ne prolonge pas, je crois que ça ne serait pas facile. En termes de production des produits vivriers, Léré possède une terre riche qui nourrit toute la région et même au-delà. Mais avec cette situation imposée par le changement climatique devenu imprévisible, les producteurs s'adaptent comme ils peuvent. Toutefois, il est souhaitable que les producteurs soient suffisamment sensibilisés à l'adaptation, notamment sur des variétés résistantes aux caprices imposantes du changement climatique afin d'obtenir de bons rendements. Cette association, c'est une association de bénévoles et nous œuvrons dans l'hygiène et l'assainissement. Donc nous organisons des activités de nettoyage dans les places publiques, dans les institutions privées et étatiques et dans les établissements scolaires également à travers un projet dénommé PCSUS, Projet citoyen communautaire des structures universitaires et scolaires. Nous sommes en train de vouloir organiser la journée mondiale du nettoyage qui aura lieu d'ici le 20 septembre. Donc à long terme, on envisage également étendre un peu cette association pour couvrir toute la province. Parce que ici, nous sommes au niveau du département de Mayo-Dala. Donc il nous reste sur 5 départements, on a dû déjà installer 2 départements, le département de Lac-Léré et le département de El Waya, précisément à Lagon, qu'on vient juste d'installer. Donc il nous reste 2 autres départements, le département de Binder et puis le département de la zone de Gagal. Les difficultés sont vraiment énormes, surtout l'aspect financier. Quand on demande à un jeune de venir faire le travail de bénévolat, ne serait-ce que lui donner un peu d'eau, c'est un peu très, très compliqué. Mais nous essayons de faire quand même avec quelques membres qui sont au sein de cette association, qui travaillent déjà. Ceux-là essayent de satisfaire les autres en donnant quelque chose pour qu'on puisse acheter de l'eau et distribuer à ces jeunes. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Même les matériels, nous n'en avons pas. Donc on essaye d'aller demander des matériels à la mairie et ils nous les donnent, on nettoie, on fait l'activité de nettoyage, après on nous les restitutions.
غالبا ما ينشأ الصراع بين بائعات سوق دمبي ومسؤولي البلدية، ويبدو أن سوء الفهم هذا مرتبط بحظر احتلال الطرق العامة. تتعلق الحجة المطروحة بضرورات الأمن والنظافة في المدينة. حظرت البلدية هذه الممارسة من خلال تعميم، وبدلا من ذلك اختارت إخلاء النساء من الطرق العامة، مما دفع نساء السوق إلى الفرار. خلق هذا النهج توترا شديدا بين هؤلاء النساء ومسؤولي البلدية. هؤلاء النساء لا يعرفن ماذا يفعلن بعد ذلك، ليس لديهن سوى الدموع ليجرفنها. ألا يمكن إيجاد حل سوى التدابير الداعمة؟ أعربت بعض النساء اللواتي تمت مقابلتهن عن آرائهن. ويعد تغليف سلع النساء في السوق من قبل مسؤولي البلدية إجراء متعدد العوامل يهدف إلى تحسين النظافة والسلامة وظروف العمل في سوق دمبي. ولكن بالإضافة إلى ذلك تستغل البلدية هذا الإجراء لإيذاء النساء عن طريق تغليف بضائعهن أو كشطها. وعلى الرغم من ضيق المسافة في سوق دمبي، يمكن لهؤلاء البائعات الدخول في مفاوضات مع البلدية تلبي احتياجاتهن، ويطالبن الحكومة بالتدخل لإيجاد حل مناسب. Ce protocole d'accord signé entre le ministre de la Santé publique et de la Prévention avec ses partenaires marque une étape cruciale dans la stratégie nationale visant à améliorer la couverture vaccinale, réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination et le renforcement des capacités du système de santé au niveau décentralisé. L'objectif clé du protocole, c'est d'accroître la couverture vaccinale équitable et durable dans les zones à faible performance, renforcer la chaîne d'approvisionnement en vaccins et la logistique afférente, améliorer la qualité de la collecte et de l'utilisation des données pour orienter les décisions, renforcer la capacité du personnel de santé dans l'information sanitaire et les districts, accroître la mobilisation communautaire et la confiance des populations envers la vaccination. Le protocole est signé conjointement par le gouvernement du Tchad et les partenaires stratégiques tels que l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'Alliance du vaccin, la Banque mondiale et d'autres acteurs nationaux et internationaux. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a souligné que ce protocole est une réponse concrète aux défis persistants de couverture vaccinale dans notre pays. Il incarne notre engagement collectif à garantir à chaque enfant, où qu'il soit, l'accès aux vaccins vitaux. La directrice générale de l'Alliance Gavi, Dr Sania Nishtar, a rappelé l'importance de cette signature du protocole d'accord. Ce protocole d'accord vient témoigner de la volonté des autorités tchadiennes à renforcer le dispositif de la vaccination. Dr Blanche Ania, représentante de l'OMS au Tchad, a touché du doigt la signature du mémorandum qui, selon elle, est un moment porteur d'espoir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Tchad comptant pour l'agenda 2030 pour le développement durable, en particulier l'objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. لا يعد استخدام التابوت كما هو شائع اليوم جزءا من تقاليد الأجداد لدى العديد من المجتمعات. تاريخيا تختلف طقوس الجنازة بين المجتمعات العرقية، وغالبا ما تدور حول الدفن المباشر أو اللف بالكفن أو الدفن في الجرار. كما يتضح من الاكتشافات الأثرية المتعلقة بحضارة ساو، تعكس هذه الممارسات رؤية كونية خاصة بكل مجتمع وتحت تأثير الأديان، بالإضافة إلى آثار التحديث الاجتماعي وتقريب العادات. وجد التابوت تدريجيا مكانه في طقوس الجنازة التشادية، واليوم ينظر إليه كمركز الاحترام والكرامة والشرف للمتوفي في المراكز الحضرية مثل أنجمينا. أدى هذا التطور إلى ظهور نشاط اقتصادي حقيقي، صناعة وبيع التوابيت. تتخصص العديد من ورش النجار في هذا المجال، مقدمة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تناسب جميع الميزانيات، من التوابيت البسيطة المصنوعة من ألواح الخشب الأبيض إلى النماذج الفاخرة من الخشب الأحمر المصقول. تتراوح الأسعار بين 14,000 و 160,000 فرنك إفريقي أو حتى أكثر حسب مستوى التشطيب والمواد المستخدمة. ولمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ابتكر بعض الحرفيين تباويت جاهزة لاستخدام، مما قلل من أوقات الانتظار المرتبطة سابقا بالطلبات المخصصة. تلبي هذه البراغماتية حاجة ملحة في سياق يتطلب تنظيم الجنازات في وقت قصير بما يتوافق مع المتطلبات الاجتماعية والدينية. مع ذلك
لا يخلو النشاط من جدل، فرؤية التوابيت المعروضة عند مدخل الورش تثير أحيانا القلق والرفض. يرى البعض في ذلك شكلا من أشكال الاستخفاف بالموت أو تذكيرا دائما بفناء وجودنا أو حتى تجارة بلا ضمير، ويتعرض البائعو أنفسهم أحيانا لنظرات قاسية أو سخرية أو إهانات كما لو كانت مهنتهم الأساسية على هامش المقبول. ومع ذلك وراء هذا التصور الملتبس يقدم بيع التوابيت خدمة أساسية للمجتمع، فهو يتيح للعائلات في أوقات الشدة تنظيم جنازات أحبائهم بكرامة، وهو جزء من ديناميكيات لتحديث الطقوس بما يتماشى مع الأعراف الحضارية الحالية مع المساهمة في الاقتصاد المحلي. وهكذا فبينما لا تتجذر التوابيت في جميع التقاليد التشادية، فقد أصبحت مع مرور الوقت عنصرا متكاملا اجتماعيا بل وأساسيا. إن تسويقها وعلى الرغم من حساسيته الشديدة يجسد التحول في علاقتنا بالموت وتكييف مجتمعنا مع متطلبات العالم المعاصر. Merci à toute l'équipe de la rédaction, mais aussi par la complicité de la réalisation pour nous donner les informations d'ici et d'ailleurs. Nous sommes de retour sur le plateau et comme annoncé au départ, à l'entame de cette émission, nous allons recevoir un invité, mais l'invité est déjà là, alors nous le recevons. C'est le directeur de l'information de Groupe Electromédia. Bonjour et bienvenue, monsieur Laldim Narcisse. Bonjour Larissa Gakoutou. Vous allez bien? Oui, ça va. Le plaisir est pour nous de vous retrouver depuis le mois de mai, je crois. Oui, vous avez une mémoire très fraîche. Hein. C'est bien ça, c'est le 1er mai que vous m'avez invité sur le plateau pour parler un peu de la fête du travail, parce que les travailleurs étaient à l'honneur. Ouais, et aujourd'hui encore, nous avons la chance de vous avoir, parce que vous trouvez n'est pas facile. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet qui fait vraiment l'actualité au pays. On parle de la décentralisation, que ce soit sur les réseaux, sur les chaînes de télévision, sur les chaînes radio. Alors, on parle de décentralisation. Avant d'entrer dans le but du sujet, c'est quoi la décentralisation selon vous? Bon, la décentralisation, c'est le transfert de compétences. Le gouvernement qui partage un peu une parcelle de son pouvoir aux collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, etc. C'est ça un peu le concept de la décentralisation, parce que l'État centralisé est trop lourd. Donc il faut un peu se libérer un peu, mais ils sont toujours sous le contrôle du gouvernement central. C'est pourquoi depuis 2011, je crois, il y a eu les premières élections locales qui ont permis d'élire des maires. Aujourd'hui, on a passé à une autre étape avec l'élection des conseillers provinciaux. C'est pour la première fois dans l'histoire politique du Tchad. Et ajoutons à cela aussi le Sénat, la chambre haute du Parlement. Donc aujourd'hui, on est au bicaméralisme avec deux parlements. La chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, qui a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale, et le Sénat qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Et je pense... Oui, allez-y. Oui, je pense que... allez-y d'abord. Posez votre question d'abord. Non, moi j'aimerais juste savoir, est-ce que vous pensez que les Tchadiens comprennent le sens de la décentralisation? Bon, je pense que l'idée avait fait son chemin, ou avait germé pour la première fois lors de la conférence nationale souveraine de 93, où par rapport à la gestion chaotique, par rapport à l'opacité dans la gestion, beaucoup de participants avaient souhaité discuter de la forme de l'État. Il y en a qui ont proposé le fédéralisme, d'autres disent qu'il faut une décentralisation forte. Ils ont ajouté. Donc l'idée avait fait son chemin après la conférence nationale souveraine, et au sortir de la conférence, il y a
le Conseil supérieur de la transition, CST, qui faisait office du Parlement provisoire, avait examiné et adopté des textes que le gouvernement avait promulgués pour la concrétisation de ce projet. Donc la décentralisation, bon, il fallait maintenant un peu partager le pouvoir, partager le pouvoir à la base, c'était ça. C'était un peu pour amorcer le développement. Parce que qui dit décentralisation dit aussi le développement local. Mais je crois que les gens sont restés vaguement sur la théorie. Et les gens n'ont pas compris. Parce que nous sommes au 7e arrondissement. C'est l'un des arrondissements les plus vastes. C'est l'un des arrondissements qui contient aussi des marchés les plus achalandés. Effectivement. Donc les recettes pouvaient maintenant permettre de développer cet arrondissement. Lorsque les toits des salles de classe sont enlevés au passage de la tornade, etc., c'est les maires là qui doivent réparer ça. Même les rues asphaltées, tout ça, c'est l'affaire des maires. Mais ils rendent compte maintenant au gouvernement central. C'est ça leur rôle. Et aujourd'hui, ce rôle-là n'est pas... Ce rôle-là est confus. Si on essaie d'observer sur le terrain, c'est pratiquement autre chose. C'est pratiquement autre chose, exactement. Et ces maires ne comprennent pas, et surtout les conseillers municipaux. Quand ils sont élus, ils croyaient qu'ils sont des salariés. Et ils ont mis aussi les bâtons dans les roues des maires. C'est eux qui sont devenus même des grands pourfendeurs des maires. Vous voyez comment ils ont mené la vie dure au niveau du 7e arrondissement à l'époque. Ils ont également mené la vie dure aux différents maires centrales qui se sont succédés à la tête de la mairie centrale. Donc, ce séminaire-là sera maintenant l'occasion d'aller pas à pas pour permettre aux différents conseillers provinciaux, aux différents maires, aux différents préfets qui sont là de mieux appréhender le sens même de cette décentralisation-là. Sinon, ça a été un échec patent. Même ceux qui sont chargés de mettre en œuvre n'ont pas compris ça. Qu'il fallait à cette occasion-là aller terre à terre. Mais là, les gens sont tombés encore dans le juridisme qu'on ne comprend pas, dans des arguties qu'on ne comprend pas. Non, il faut aller terre à terre pour permettre aux gens là de comprendre et aller appliquer. Sinon, c'est un vœu pieux, tout simplement. Or, à l'époque, quand les gens avaient pensé qu'en adoptant cette forme de l'État, on allait couper un peu l'herbe sous les pieds de certains prédateurs, certains prébandiers qui pillent les ressources du pays. Donc, ils ont d'abord insisté sur la fédération. Mais beaucoup disent que non, le Tchad, là, c'est un État fragile. Il y en a qui ont peur. Ils ont cru que c'est la sécession. Non, il y a l'exemple du Nigeria à côté. L'exemple du Nigeria doit faire école ici. Mais les gens ont peur, surtout les partisans du pouvoir ont peur, croyant qu'ils n'allaient pas avoir l'occasion de faire main basse sur les ressources financières du pays. Donc ils se sont opposés, même lors du forum de 2018. Justement, mais hier, lors de différents reportages, on a compris que les membres du gouvernement ont brillé par leur absence. Et on a dénoncé ça. Et je pense que le Premier ministre doit être interpellé. Il faut qu'il soit là. Il faut que lui-même qu'il soit là pour obliger ses ministres à venir suivre, parce que c'est quand même la forme de l'État. Et le président avait profité de cette tribune pour mettre en garde aussi certains administrateurs qui ne respectent pas la loi, qui en font à leur tête. Il a beaucoup dénoncé. Donc je crois que c'est l'occasion maintenant qu'au sortir de ce séminaire-là, que ce concept-là soit mieux maîtrisé, soit connu, pour mettre immédiatement en place. Parce que si ça prenait forme, là, on doit avoir même des délégués provinciaux de la fonction publique. Et les arrêtés doivent être signés par le gouverneur. Ça facilite déjà la tâche. On rend compte seulement au ministère de la fonction publique. Mais est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se vit actuellement au Tchad, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de mieux dans ce séminaire qui se tient? Ben justement, c'est la question qu'on se pose. Il y a eu beaucoup de séminaires dans ces pays. Mais ce qui préoccupe les gens, c'est les perdièmes qui les préoccupent. On va adopter de beaux textes, de beaux rapports, etc., de bons rapports, mais ces rapports-là vont aller
moisir dans les tiroirs. C'est l'application qui pose problème. Maintenant, il y a un engouement à l'ouverture. Mais hier, déjà, on a vu, les salles sont pratiquement vides. Parce que les gens sont préoccupés par autre chose. Il y en a qui viennent, qui ne participent même pas. Il y en a qui parfois dorment tranquillement quand vous voyez un peu les images à travers les petits écrans de télévision. Or, c'est très important, c'est l'intérêt national, ça parle de la vie du pays. Donc il faut que les gens prennent le problème à bras le corps. Parce que c'est très important la décentralisation par rapport à la gestion locale, par rapport au développement local. Donc c'est dommage que les gens ne prennent pas les choses au sérieux. Ok, d'accord. En tant que citoyen, quelles seraient vos perspectives pour ces délégués provinciaux qui sont là actuellement? Voilà, je pense que ces délégués provinciaux doivent mettre en application les résolutions qui seront formulées à l'issue de ces séminaires-là. C'est l'occasion, parce que ça a été un échec. Ça a été un échec parce qu'on n'arrive pas du tout à cerner le concept. Donc, à l'issue de ce séminaire, je pense qu'il y a des éminents juristes qui font des exposés. Il y a des gens qui ont assez capitalisé d'expérience, qui sont en train de partager ces expériences-là. Donc, c'est aux délégués maintenant d'aller dupliquer sur le terrain ces recommandations et résolutions qui seront prises là pour que la décentralisation devienne une réalité. Et il faut aussi une volonté politique. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut nommer des délégués qui doivent faire le travail et les gouverneurs vont signer les avancements, par exemple, des enseignants. Vous voyez, on a créé inutilement des circuits au ministère de l'Éducation nationale et cela plombe le système éducatif, ça impacte l'enseignement. Vous voyez, un enseignant qui quitte SAR, qui n'est pas avancé 5-10 ans, il quitte en pleine année scolaire, il vient vadrouiller ici dans la ville de Djamena. Il vient vadrouiller, il abandonne les enfants. Même si un mois, 2 mois, il repart, mais il ne peut pas achever son programme. Il ne peut même pas finir ce qu'on appelle le quantum horaire. Donc, c'est un manque à gagner. C'est les enfants qui perdent, etc. Donc, quand on parle de décentralisation, c'est que tout doit aller sur des roulettes pour faciliter la tâche aux citoyens, surtout le service public. Et on doit avoir tous les délégués qui font le travail et on rend compte tout simplement à l'autorité centrale. C'est ça la décentralisation que je comprends. On n'est pas juriste, mais bon, on comprend quand même un peu quelques notions. Ok, merci beaucoup, Monsieur Laldim, d'être passé. Toujours vos passages sur le plateau de e-matin sont toujours enrichissants. Merci beaucoup et nous espérons vous retrouver très prochainement encore. Merci. J'espère bien. Oui, nous allons vous raccompagner avec ce que les Tchadiens aiment. Je trouve que le pays est en train d'être stable, je crois, par rapport à surtout l'électricité. C'est ça qui me plaît aussi. J'aime le Tchad d'une manière générale. C'est la solidarité d'abord en premier lieu. Les Tchadiens sont tous solidaires entre eux et encore de plus, tout cela, en moins de choses, on se reconnaît par nos habillements, par nos habitudes. Donc ça nous rend trop liés, quoi. Bon, ce que j'aime vraiment au Tchad, c'est le respect mutuel entre les gens. C'est ce que j'aime vraiment au Tchad. Ce qui me plaît au Tchad, je peux dire, la vie de la société, l'une des facettes de la vie de la société, puisqu'il y a toujours, chez nous, la société, c'est comme une épée à double tranchant. Hein. Donc, il y a la facette sociale, donc la facette de la famille, comment les gens s'entraident qui me plaît. J'aime d'abord ma jeunesse et j'aime les études, en plus tout ce qui fait avancer mon pays dans mon pays. J'aime parce que je suis fier de mon pays aussi. Il faut le dire aussi, malgré les côtés négatifs. On a pu soutenir beaucoup de pays aussi, sur le plan militaire par exemple. Comme le sport, la musique également. Bon, j'aime mon pays en ce sens qu'on a des intellectuels qui se battent pour lutter contre les maux de la société. Et puis bon, le Tchad est riche en intellectuels. L'environnement, la manière de vivre
des Tchadiens. Ils sont accueillants et tout. Ce que j'aime, j'aime la vie scolaire. Venir à l'école, c'est une des choses qui me plaît le plus. Ce que j'aime au Tchad, c'est au fait, j'aime tout au Tchad. Le Tchad est mon pays et je l'aime comme il se le doit. Ce qui me plaît au Tchad, ce sont les usages, c'est-à-dire les coutumes tchadiennes, les traditions tchadiennes. Tout ça, ça me plaît. Oui. Le comportement aussi. En plus, la solidarité qui est en nous, qui est entre nous les Tchadiens. Ça aussi, j'aime tellement. Moi, personnellement, en tant qu'un jeune, je m'intéresse beaucoup plus aux activités en ce qui concerne la jeunesse. J'aime par exemple les activités d'ordre culturel qui contribuent, n'est-ce pas, au changement, à l'émancipation, au développement de la jeunesse, à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ce sont à peu près là les activités. Ce qui me plaît en Tchad particulièrement, le Tchad c'est un beau pays et j'aime trop mon pays. Une fois aller ailleurs, dans les autres pays, je ne me sens pas à l'aise. Si je suis dans mon pays, je suis toute contente, je vois, comment je peux dire ça, une fois que je suis dans mon pays, je suis à l'aise et tout. Une fois être dans les pays des autres, je ne suis pas du tout tranquille. Donc j'aimerais toujours être tchadienne et je suis fière d'être tchadienne. Bon, j'aime mon pays parce que je suis un bon tchadien. C'est-à-dire j'aime l'État, j'aime mon pays. Voilà, de retour sur le plateau. Après, c'est les élèves qui se sont exprimés il y a déjà des années. Ces élèves, nombreux d'entre eux, sont devenus des cadres dans ce pays et ça confirme vraiment que ces hommes-là aiment leur pays, le Tchad. Nous avons quelques réactions sur la page Facebook d'Electron Télévision. Il y a Innocent Mbaye qui dit « Bon café matinal à vous ». Nous lui disons merci. Sophie Togo, bonjour à tous. Ben Shalom, bonjour. Nous disons aussi big up à tous nos téléspectateurs de Ghost Beida. Ils sont nombreux à nous écrire. Nous pensons à Gédéon particulièrement ce matin. Ce temps nous a permis de recevoir sur le plateau une autre chroniqueuse, mais avant de l'annoncer, vous le savez, nous sommes mercredi et c'est Vérité de mère. Nous la prenons juste après le jingle. Une mère doit aimer son enfant plus que tout. Mais pas seulement. Cette femme qui a reçu éducation familiale, qui a reçu aussi éducation intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes. Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Une mère, ça éduque, une mère, ça conseille, une mère, ça aime avec beaucoup d'amour. Et ce matin, nous avons sur le plateau avec nous la mère Mbaye Mbaye Barem Ruth. Bonjour et bienvenue. Bonjour Larissa. Ça Bonjour va? aux téléspectateurs. Avec la fraîcheur? Oui, ça va. Moi, j'aime bien la fraîcheur. Oh. Tranquille. Ok, alors avec vous, ce matin, nous allons parler du lit conjugal. Tout à fait. Nous allons parler du lit conjugal. Et pourquoi parler du lit conjugal? Pas parce qu'il fait froid, hein, Larissa. Mais, comme diraient certains célibataires, mais parce que le lit conjugal, c'est quelque chose qui est sacré. Un lit conjugal, si on veut vraiment aller dans tous les détails, le lit conjugal est sacré. Pourquoi il est sacré? Sacré déjà parce que le lit conjugal, quand nous parlons du lit conjugal, nous parlons d'un couple marié. Le mariage est sacré. Si le mariage est sacré, ça veut dire que tout ce qui a trait au mariage est sacré aussi. Ce lit conjugal dont on parle, c'est le lit dans lequel monsieur et madame se couchent. J'insiste, là où monsieur et madame se couchent. Pour déjà aller dans ce sens, je dirais,
Le lit conjugal n'est pas le lieu où on entasse les choses. Le lit conjugal. C'est-à-dire le lit conjugal, c'est pas là où on entasse les habits. D'accord. Le lit conjugal, vous avez bien fait d'insister sur ça parce que les choses peuvent être aussi mentales, oui. Les choses peuvent être physiques. Mentales dans le sens que le lit conjugal n'est pas le lieu où on va pour régler des problèmes. C'est pas sur le lit conjugal, je vais y arriver, que l'on va pour se faire des problèmes. Parce que beaucoup attendent, quand on va aller dormir, je vais lui dire, je vais le réveiller tôt le matin pour régler un problème. Donc le lit conjugal ne sert pas à ça. Ce n'est pas pour régler le problème. Mais à quoi ça sert si ça ne sert pas de garde-robe, ni de garde-manger, ni de lieu de dispute, ni de lieu de règlement des problèmes. Nous disons ça en gros parce que nous n'allons pas nous arrêter à ça. Le lit conjugal, c'est le lieu où c'est non seulement un lieu de repos, parce que la première recommandation, c'est va au lit, va te reposer. Le lit conjugal, comme tout autre lit d'ailleurs, sert au repos en tout premier lieu. C'est aussi un espace d'intimité pour le couple. Intimité sous toutes ses formes. Quand vous allez au lit, vous avez la possibilité de discuter de certaines choses calmes. Vous avez le temps de vous enlacer. Vous avez le temps de vous regarder les yeux dans les yeux. Pas nécessairement parler. On n'est pas obligé de parler quand on est deux sur le lit conjugal. Le lit conjugal, c'est aussi le lieu où on est censé avoir des rapports sexuels. Le lit conjugal. Mis à part, il y a des gens qui ont des fantasmes, on veut ceci, mais le lieu indiqué reste... À la base, oui, merci. C'est le lieu indiqué justement pour avoir des rapports sexuels, des moments d'intimité profonde et des ressources. Ces ressources peuvent être physiques, ces ressources peuvent être morales, ça peut être mental. Vous avez eu une longue journée, et puis vous vous retrouvez dans votre lit avec votre partenaire. Et ça vous fait du bien d'être à côté, recevoir sa chaleur, discuter avec lui, vous tenir la main, vous enlacer. Ça vous ressource de la journée que vous avez eue, ça vous ressource des difficultés que vous avez pu rencontrer dans la journée. C'est à ça que ça sert aussi le lit conjugal. Le lit conjugal est un symbole. C'est un symbole de l'union et de l'engagement du couple. C'est ça qui fait que c'est aussi le lieu où se construit la confiance et le bien-être émotionnel. Quand un couple a des soucis, quand un couple a certains problèmes et qui vont en consultation, ça peut être un des membres va parler à une grande personne, à un conseiller, que ce soit officiel ou pas. La plupart du temps, la première question qu'on pose est: est-ce que vous dormez ensemble? Est-ce que vous dormez ensemble? Parce que quand vous arrivez au point où vous ne dormez plus ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui est déjà brisé dans votre couple. Au point où vous ne voulez pas la proximité de celui à qui vous avez dit oui, de celle à qui vous avez dit pour le meilleur et pour le pire, celle pour qui ou celui pour qui vous avez abandonné votre famille pour aller en fonder une autre. Donc, le lit conjugal, c'est quelque chose de très important, de très sacré, qui peut cacher ou révéler beaucoup de choses concernant un couple en danger ou pas. Maintenant, quelle est son importance? Pourquoi il faut le lit conjugal? Pourquoi on impose le lit conjugal? Pourquoi?
à votre avis? Pourquoi il faut un lit conjugal? Les mariés sont bien placés pour répondre. Bon, je crois qu'ils nous suivent et ils le disent. Ouais. Il faut un lit conjugal pour qu'il y ait... j'ai l'habitude de dire, le lit conjugal, c'est le bureau du couple. Okay. C'est-à-dire, quand on y va, on sait exactement pourquoi on y va. On se réveille le matin, on prend un moyen de transport, on va au bureau, on sait ce qu'on va faire au bureau. Et quand on finit, on rentre. J'ai toujours comparé le lit conjugal à un bureau. Vous allez dans un bureau, vous savez ce qu'il faut. Quand vous allez vous coucher sur votre lit, le premier réflexe devait être... Ok. Relaxation ou bien... On est relax. D'accord. On est content de se coucher sur son lit. On est à l'aise. Ça ne devrait pas être le genre, vous voulez... Surtout les hommes, hein, les femmes, vous allez m'excuser, mais quand vous n'avez pas fait votre lit le matin, ça c'est 1, 2, vous avez laissé les serviettes avec lesquelles vous vous êtes nettoyé le matin avant de sortir. Maintenant, quand vous revenez le soir, qu'est-ce qui vous attend? Toutes ces choses sont là. Ouais. Et quand vous venez pour vous coucher, les hommes, c'est facile, hein, ils font comme ça. Du revers de la main. Du revers de la main, ils enlèvent et ils se couchent. Ouais. Maintenant, vous, madame, quand vous venez, qu'est-ce que vous faites? Ne boudez pas, ne dites pas à votre conjoint pourquoi tu as jeté les choses par terre. Non. C'était à vous, madame, de ranger les choses. Si vous sortez la dernière, c'est à vous de ranger. Maintenant, si vous êtes celle qui sort la première, ayez un accord. Okay. Demandez humblement à votre mari de poser sa serviette quelque part. Et puis, surtout à pareille saison, la serviette doit sécher. Ouais. Quand vous la laissez sur le lit, ça entre en contact avec les draps, ça mouille les draps, ça crée l'humidité. Ça crée l'humidité et du coup, quand vous revenez dans l'après-midi ou le soir, il y a un petit souci. Et à la longue, en fait, ne soyez pas surpris, madame, si régulièrement votre mari revient du travail et se couche sur le canapé. Okay. Parfois, c'est pour éviter d'aller faire ce qu'on a vu du revers de la main et que vous venez crier après. Tu as jeté ma serviette par terre. C'est très difficile, cette histoire-là. Elle est vraiment difficile et surtout pour les couples qui ont déjà vieilli. Parce qu'au départ, madame fait tout est chaud. Quand c'est chaud, on fait, et puis on se rend compte que l'autre apprécie bien quand nous faisons, mais il n'aide pas. Il n'aide pas. Donc, tout est accord. Accordez-vous sur le comment entretenir votre bureau ensemble. Si vous êtes 2, il faut vous mettre d'accord sur le comment entretenir. Ok, permettez une petite question. Allez-y. Si madame est la première à sortir et qu'elle est la dernière à rentrer, est-ce que c'est toujours elle qui doit venir faire le lit si monsieur a laissé la serviette ou bien quelques trucs sur le lit? Bon, je ne veux pas créer de polémique, hein, Larissa. Non, c'est juste... Ce qui est sûr, c'est ce que je venais de dire entre guillemets, il faut toujours qu'il y ait un accord. Ok. Il faut qu'il y ait un accord. On sait que très peu d'hommes sont... Très peu d'hommes acceptent, par exemple, de faire le lit. D'accord. Maintenant, il peut avoir un accord. Comme je suis toujours la première à sortir et la dernière à rentrer, on ne se plaint pas. Ok. Si tu veux, tu tires les draps en partant. Si tu ne tires pas, quand tu reviens, tu le trouveras dans cet état parce que je suis sortie avant toi et je vais rentrer après toi. Tout est question d'accord. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que le lit ne devrait pas être fait par n'importe qui. Okay. Déjà, la chambre à coucher des parents... Ça, c'est très important.
oui. La chambre à coucher des parents ne devrait pas être ouverte à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui entre et qui fait ce qu'il veut. Si le lit est sacré, quelque chose de sacré n'est pas posé n'importe où. Ça veut dire la chambre aussi, et c'est comme un sanctuaire. La chambre doit être le lieu où difficilement on fait entrer quelqu'un, quand bien même ce sont nos propres enfants. Les enfants aiment, ils ont quelque chose là pour aller sauter sur le lit des parents. Je crois qu'on l'a tous fait. Hein, maman dit, va me chercher mon sac à main dans la chambre. On saute sur le lit. Et puis maman dit, tu n'as pas trouvé le sac. Maman, j'arrive. Il y a quelque chose qui attire les enfants. Et je crois que c'est la sacralité de ce lit-là qui attire. Et même quand on devient grand, hein? Même quand on devient grand, moi bon, je si dis... vous le dites, moi je vous fais confiance. Même quand on est grand, quelque chose qui est sacré attire. Il y a une paix qui doit résider non seulement dans la chambre, mais aussi dans le lit. Donc, nous dirons, il ne faut pas banaliser la sacralité du lit en y mettant des choses qui ne devraient pas être là. Quelles sont ces choses? Je donne un exemple comme ça. Ne dites pas que je suis ce que je suis. Non, non. Madame, ce n'est pas sur le bord de votre lit que vous étalez vos sous-vêtements. Non. Le lit est sacré. Les habits lavés que vous avez pliés, vous n'avez pas eu le temps de mettre la penderie ou la garde-robe, vous ne les mettez pas sur votre lit. Non. Vous ne cachez pas vos choses. Nous comprenons. Vous ne cachez pas vos choses sur le lit ou sous le lit. Non, c'est pas comme ça. Rapidement, on se dit, bon, je n'ai pas le temps, je mets ici et quand je... Non, ne faites pas ça. On se dit que c'est le lieu sûr. C'est possible. C'est possible, en effet, parce que personne n'ira chercher ces choses-là sous le lit. Et ça fait de ça un lieu sûr. Mais de vous à moi, ce n'est pas le lieu approprié. Aujourd'hui, la Russie est en super forme. Je crois que ça nous permet aussi de grossir notre sujet. Donc, je lui dis merci. Pas de banalisation, nous le disons. Parce que le lit conjugal doit renforcer la sécurité du couple. Quelle sécurité? La sécurité affective. Le couple, les partenaires doivent savoir que quand nous nous retrouvons dans le lit, nous sommes ensemble, c'est notre moment à nous, nous avons la liberté, il n'y a personne d'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le lit pour discuter des choses qui n'ont rien à voir. Vous pouvez discuter dans votre chambre, mais pas sur votre lit. Le lit doit être le lieu de sécurité. Quand vous êtes sur votre lit, vous savez que tout va bien. Vous savez qu'il n'y aura pas de dérangement. Vous savez qu'il n'y aura pas quelque chose qui va vous irriter. Maintenant, la chose qui est permise dans votre lit, c'est la prière. Vous pouvez prier étant assis à côté de votre lit. Sur votre lit, à côté de votre lit, à genoux, à côté de votre lit. C'est permis, puisque c'est un lieu sacré. Certains disent, mais puisqu'on a des rapports sexuels sur le lit, est-ce qu'on peut encore prier? Mais moi, je vous dis, les rapports sexuels sont permis. C'est permis dans le couple. Vous ne péchez pas en ayant des rapports sexuels dans votre couple. Sans les rapports sexuels, le couple est déséquilibré. C'est une question psychologique, c'est une question physiologique. Donc, ne vous empêchez pas de prier sur votre lit parce que vous avez des rapports sexuels sur ce lit. C'est votre droit. C'est un droit et c'est un devoir en même temps. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas de rapports sexuels, vous êtes déséquilibré dans votre couple. Si vous ne priez pas, vous êtes déséquilibré. Donc, les deux vont ensemble. Donc, ne vous dites pas, non, on ne fait pas, non, non, non. Vous avez le droit.
Et si vous avez des doutes, allez consulter votre pasteur, allez consulter votre imam. Il vous dira que là où vous êtes, votre chambre, c'est votre sanctuaire. Ce n'est pas interdit. Je parlerai beaucoup plus des chrétiens. C'est le domaine que je connais le mieux. Si vous êtes d'une autre foi, d'une autre confession religieuse, renseignez-vous à votre berger, à votre conducteur, et il vous donnera l'information qui va ensemble avec vous. Voilà. Ok, c'est très intéressant, hein? Même si on n'est pas marié, je pensais qu'au départ, ça serait les maris qui seraient les plus concernés, mais ça fait une bonne base avant de se lancer, ça nous permet également de se préparer, parce que voilà, il peut arriver des choses qu'on ne s'y attend pas. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi, hein, c'était de bonnes contributions. Merci beaucoup à Maman Ruth et nous allons vous raccompagner avec un rythme de chez nous.
La danse Bilal, c'était là pour accompagner la bonne dose adulte que nous avons reçue de la chronique Vérité de mère. Une chose à ajouter, si tu n'as pas rien, tu ne peux pas danser cette danse-là. Merci beaucoup à Dina Love pour ce rythme de chez nous. Nous allons prendre à présent un portrait, le portrait d'un jeune Tchadien. Un infographiste, c'est déjà quelqu'un qui se met sur la chaîne de communication. Il est un concepteur. En fait, il met ensemble le texte et les images pour former un message destiné à plusieurs usages. Ça peut être pour de la publicité, ça peut être pour de la sensibilisation, ça peut être pour plusieurs autres choses. Dans notre cas ici, comme je viens de vous dire, je suis dans une agence de communication. C'est déjà de prendre les informations au niveau des clients, ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des clients qui veulent des simples objets comme les cartes de visite. Ça, c'est pas du tout compliqué, c'est juste faire une conception. Mais il y a des travaux franchement plus complexes. J'ai notifié tout à l'heure ici le cas des publicités. Là, il faut recueillir les informations auprès des clients. Il faut peut-être créer des textes qui vont avec. Et en fonction du texte et du message à délivrer, à ce moment, voir comment agencer les images relativement au message qu'on veut faire véhiculer. Bon, on ne peut jamais naître avec quelque chose dans le sang, même si on le dit parfois. Moi, après le bac, j'avais fait une année à la maison. N'ayant rien à faire, j'ai dû passer un peu de temps à faire les petits boulots de vacances ou peut-être pendant ce temps de chômage, entre guillemets, dans une imprimerie. C'est étant dans une imprimerie que j'ai réellement découvert ce métier. Mais déjà avant cela, j'avais une certaine passion pour tout ce qui touche au dessin, aux bandes dessinées, tous ces petits trucs-là. Mais c'est quand j'ai découvert ce qu'on pouvait faire de l'infographie dans une imprimerie que je me suis renseigné sur la possibilité de me former dans ce domaine. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Les difficultés, je vais essentiellement parler de ces difficultés ici au niveau du Tchad. Parce que c'est un métier très peu connu. Il y a des gens qui vous assimilent parfois à des simples secrétaires. Il y en a qui vous disent que votre travail, ce n'est qu'un ordinateur qui le fait. Et ce qui fait que c'est souvent mal payé. Mais très franchement, c'est un métier d'avenir pourtant. Voilà très brièvement les difficultés qu'on rencontre dans ce domaine. Je viens de dire ici que l'infographiste est un métier d'avenir parce que c'est utilisé dans beaucoup de domaines. Ça peut être utilisé à la télé, ça peut être utilisé dans une agence de communication, dans une société de presse, ça peut être dans une imprimerie, ça peut être sur Internet, et ainsi de suite. Dans le domaine du cinéma, vous voyez, le domaine d'usage est très vaste. Et de nos jours, ça ne fait qu'avancer. Donc, en réalité, il y a de l'espace. Et donc, je veux même encourager les jeunes vraiment à chercher ce genre de métier au lieu de se cantonner aux métiers traditionnels qu'on rencontre souvent au Tchad. Voilà ce que je peux dire à tous les jeunes qui voudraient bien suivre ces conseils. Et oui, l'infographisme est un métier d'avenir. Ce n'est pas à nous de vous le dire parce que vous le savez. Aujourd'hui, avec nos smartphones et autres, on se renseigne. Alors, je ne sais pas si Minganodi Dinalov a une petite transition pour nous, pour recevoir les coachs. Merci beaucoup à Minganodi Dinalov. Nous sommes avec le coach. Bonjour et bienvenue coach. Bonjour Larissa, comment ça va? Ça va bien vous? Bonjour à tous nos téléspectateurs aussi. Ok, avec vous nous allons parler de s'émanciper de ses limites pour réaliser son
potentiel aujourd'hui? Alors, c'est une toute petite chronique. Vous savez, dans le leadership, il faut regarder la deuxième dimension de la vision, de la vue. Okay. La deuxième dimension de la vue, c'est que vous devez avoir un regard sur vous-même et identifier vos faiblesses, mais aussi vos forces, parce que c'est avec vos forces que vous vous êtes engagé. Alors aujourd'hui, je voudrais dire que quand vous identifiez vos faiblesses, il est important de pouvoir les regarder avec netteté et puis vous engager à vous émanciper de vos faiblesses. Quelles sont ces faiblesses? Parfois, ça peut être le fait que vous n'acceptiez pas la voie contraire, la contradiction. Quand on vous contredit, vous avez l'impression qu'on vous a froissé. Alors, il faut que vous acceptiez que dans le leadership, on peut entendre une voix contraire. Et ça, c'est important. Que ça vous fasse mal, c'est le prix à payer. Mais plus vous allez vous habituer à entendre les voix contraires, moins vous aurez mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la haute opinion de soi-même. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me dit pas ça. Toi, tu es qui pour me parler comme ça? Ça, c'est à un certain niveau. Mais quand vous grandissez dans le leadership, ça ne devrait être plus un problème. Quand on vous parle mal, croisez les bras, regardez-les et puis partez. Quand on vous parle bien, appréciez, mais ne parlez pas beaucoup. Donc, il faut être quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui n'a pas une haute opinion de lui-même pour dire « moi, on ne me parle pas comme ça ». Ça, c'est la deuxième. Troisième limite peut-être de laquelle il faut s'affranchir, l'orgueil. Voilà, on est tellement orgueilleux, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, le moi parle tellement, le je parle tellement, vous avez des difficultés à utiliser le nous, vous avez des difficultés à parler je dirais un peu à la forme impersonnelle. C'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Dans le leadership, vous devez travailler. Parce que plus vous grandissez, plus ces choses-là vont vous émonder. Quelles sont vos limites? Regardez vos limites et faites un effort de dominer vos limites. Parce que vous savez, un homme a dit, et cet homme-là, il l'a dit dans la Bible, il dit les grandes victoires sont celles qu'on remporte sur soi-même. Donc si vous pouvez dominer vos limites, ce serait une bonne chose. Et le défi que je vous lance aujourd'hui, demain on va revenir encore dessus, mais le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est de regarder vos limites et de faire un effort de vous émanciper de vos limites. Regardons nos limites et faisons l'effort de laisser passer ou bien de nous émanciper de nos limites. Merci beaucoup, cher leader, d'être passé. Et c'est avec vous que nous refermons le deuxième numéro de cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Excellente journée aussi à tous nos téléspectateurs. Oui, et aussi à nos auditeurs, mais aussi nos téléspectateurs qui sont de l'autre bout du monde et qui nous suivent. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de passer une excellente journée, mais surtout en affrontant et en surpassant vos limites.